Bonjour à tous, je vous propose d'explorer les deux premières branches de la carte mentale du chapitre sur la physiologie de l'excrétion qui va concerner donc l'aperçu général et la structure des reins. Voici la carte mentale en question avec donc ces 7 branches et nous allons nous intéresser à la première branche qui donne un aperçu général de la physiologie de l'excrétion en présentant la structure globale du système de l'excrétion, lequel est constitué de 2 reins, de 2 uretères, d'une vessie et d'un urètre. Alors le compartiment sanguin n'est pas évoqué, mais il va aussi être très important, comme nous le verrons par la suite. Je vous ai noté ici pêle-mêle des fonctions qui sont associées aux reins, avec bien sûr donc cette fonction d'excrétion. On peut évoquer, mais toutes ces fonctions s'enchevêtrent plus ou moins les unes avec les autres. Donc la régulation de la composition du sang, la régulation du pH sanguin, la régulation du volume sanguin, et aussi le fait que le rein va libérer des hormones. Intéressons-nous maintenant à la structure des reins, c'est la deuxième branche, et commençons avec l'anatomie externe. Les reins sont donc des organes pairs, ils sont en position rétropéritonéale. Ils se situent à hauteur des vertèbres T12 à L2, L3, avec le rein droit qui est légèrement plus bas que le rein gauche. Les reins ont une forme en haricot rougeâtre. Leurs mensurations sont les suivantes, 12 cm de long, 6 cm de large, 3 cm d'épaisseur. Et on observe au niveau des reins une zone que l'on appelle le île rénal, qui se trouve au niveau de la concavité des reins, et qui est une région où on va retrouver tous les éléments qui vont permettre aux reins d'être raccordés au reste du corps. C'est notamment à ce niveau-là qu'on va trouver l'urtère pour chaque rein. Les reins sont enveloppés par des tissus, 3 couches de tissus, qui sont une première couche, la couche superficielle, qu'on appelle le fascia rénal, une couche intermédiaire appelée la capsule adipeuse et une couche profonde appelée la capsule fibreuse. Concernant l'anatomie interne des reins, d'un point de vue macroscopique, on peut identifier d'une part le parenchyme rénal, qui lui-même se subdivise en 2 structures qui n'ont pas les mêmes teintes. Donc le cortex et la médula. Le cortex, rappelez-vous, cortex ça veut dire écorce. Le cortex c'est la zone donc de ce parenchyme qui se trouve à la périphérie. Le cortex est constitué lui-même de 2 zones, une zone corticale externe et une zone juxtamédulaire. D'autre part, ce cortex s'étend, il se continue via des espèces de colonnes qu'on appelle les colonnes rénales, que l'on va retrouver dans la médula. Alors justement, cette médula, alors je vais commencer par ces fameuses colonnes rénales, je viens d'en parler, elles vont se trouver entre des structures qu'on appelle les pyramides, et les colonnes rénales font partie donc du cortex, elles émanent du cortex. Donc les pyramides que je viens d'évoquer appartiennent à la médula, il y en a 8 à 18 par rein, et les sommets de ces pyramides sont orientés vers le île rénal, et ils vont constituer ce que l'on appelle les papilles. Nous avions fait un dessin de ce parenchyme rénal et nous avions pu identifier des structures qui s'appellent de façon unitaire lobe rénal. Un lobe rénal étant constitué par une pyramide, le cortex qui est tout de suite adjacent et puis 2 moitiés de colonne. Enfin, au niveau macroscopique, à côté du parenchyme rénal, on peut identifier une zone qui présente donc des espaces creux. Ça constitue le système pelvico-caliciel ou pyélo-caliciel qui se trouve donc dans la concavité du rein. Tout simplement, les papilles qui correspondent au sommet des pyramides, ces papilles, elles vont s'ouvrir sur des espaces qui sont les calices mineurs, lesquels s'ouvrent sur d'autres espaces qui sont les calices majeurs, lesquels s'ouvrent sur un espace important qu'on appelle le bassinet ou pelvis ou pied long. Dans la continuité de ce bassinet ou pelvis ou pied long, on trouve l'urtère qui va s'aboucher à la vessie, à partir de laquelle émane l'urètre qui va s'aboucher sur l'extérieur. D'un point de vue microscopique, les reins sont constitués par des structures unitaires fonctionnelles que l'on appelle les néphrons, sur lesquels nous allons revenir dans un instant. Concernant la vascularisation des reins, on identifie au niveau des reins un système porte particulier, c'est un système porte artériel. Ça veut dire que nous partons du cœur, nous revenons au cœur et nous allons rencontrer 2 réseaux capillaires. Le chemin global est le suivant, du cœur on trouve par l'aorte. À partir de l'aorte, on va trouver les artères rénales. Donc si on suit une artère rénale, on va identifier différentes subdivisions.
nous allons trouver les artérioles glomérulaires afférentes, puis un premier réseau capillaire qui constitue le glomérule. Ensuite, nous allons trouver un vaisseau porte qui est appelé l'artériole glomérulaire efférente, puis donc le deuxième réseau capillaire qui correspond aux capillaires péritubulaires qui peuvent pour certains se prolonger par des structures appelées vasa recta. Ces capillaires vont confluer et constituer les vénules péritubulaires qui vont se rencontrer. On va avoir différentes dénominations, puis à un moment donné, on va pouvoir parler de veine rénale qui va s'aboucher dans la veine cave inférieure, laquelle va revenir au cœur. Concernant l'innervation des reins, l'innervation est assurée par le système nerveux autonome qui va essentiellement gérer la vasomotricité en la régulant. Nous pouvons nous intéresser sur les néphrons. Alors, si on veut se donner une image assez simple d'un néphron, on peut se dire qu'un néphron ressemble à une sorte de petit serpent qui a la gueule ouverte. C'est comme s'il était en train d'ingérer une pelote de laine, en quelque sorte. Donc, la structure d'un néphron est la suivante. On peut se dire que le néphron est constitué par une sorte de tête, donc la tête du serpent qui tient la pelote dans sa bouche, c'est le corpuscule rénal, et puis le tubule rénal, donc c'est la queue du serpent autour de laquelle on va trouver la laine qui va être présente. Le corpuscule rénal est constitué par donc la tête du serpent proprement parlé, c'est ce qu'on appelle la capsule glomérulaire ou capsule de Bowman. C'est aussi ce qu'on appelle le compartiment urinaire, puisqu'il va y avoir un espace creux dans lequel on va trouver une urine primitive. Donc la structure, si on rentre dans le détail, est la suivante. Cette capsule de Bowman est constituée par un feuillet pariétal qui est constitué par un épithélium simple. On peut se dire que c'est un peu l'arrière de la tête du serpent. L'intérieur de la tête du serpent, c'est la chambre glomérulaire. C'est là où on va trouver donc ce qu'on appelle le filtrat glomérulaire, une espèce d'urine primitive constituée via une filtration du sang. Et puis on va trouver le feuillet viscéral. Ça correspond en gros, si on garde cette métaphore du serpent, à l'intérieur de la bouche du serpent. Là, l'épithélium est un épithélium simple à podocytes, c'est-à-dire que les cellules qui constituent cet épithélium donc, sont appelées podocytes parce qu'elles vont présenter des prolongements qu'on appelle les pédicelles. En fait, ces podocytes, ce sont des cellules un peu tentaculaires dont les tentacules, donc les pédicelles, vont s'entortiller autour des capillaires glomérulaires. Entre les pédicelles, on va trouver des espaces étroits qui constituent ce qu'on appelle la fente de filtration, dont la largeur peut varier du fait que les podocytes peuvent présenter une contraction plus ou moins importante, c'est-à-dire qu'effectivement il existe une possibilité pour les podocytes d'ajuster leur degré de contractibilité. Cela va permettre tout simplement de réguler le filtre, donc la perméabilité ou la porosité de ce filtre en jouant justement sur la taille de ces fentes de filtration. Alors, à proximité du feuillet viscéral, mais qui n'en font pas partie directement, on trouve des cellules appelées cellules mésangiales qui elles aussi sont contractiles et qui vont pouvoir jouer essentiellement sur les vaisseaux sanguins qui vont être présents à proximité, sur les capillaires sanguins présents à proximité, en autorisant ou non le sang à circuler librement. Donc ce sont des structures qui vont gérer la surface du filtre qui existe au niveau du rein. Alors, on revient donc sur ce corpuscule rénal. Donc, on vient d'étudier la partie tête du serpent. On peut s'intéresser à la pelote de laine qui est présente dans la gueule du serpent. C'est ce qu'on appelle le glomérule qui correspond au compartiment sanguin. Ça correspond tout simplement au capillaire glomérulaire. Alors ensuite, on va trouver la queue du serpent. La queue est constituée par plusieurs régions. Une première région que l'on identifie, que l'on appelle le tubule contourné proximal, ou TCP, donc contourné parce qu'effectivement on est sur une région du tubule qui va présenter quelques contorsions. Et donc la paroi de ce tubule est constituée par un épithélium simple qui va présenter des microvillosités, les microvillosités étant dirigées du côté de la lumière de ce tube, et ces microvillosités constituent une bordure en brosse. Ensuite, on trouve ce que l'on appelle la anse du néphron, anciennement anse de Henle, avec donc une région du tubule qui est appelée le tubule rénal descendant, qui est constitué par un épithélium simple pavimenteux, et
l'autre partie de la anse qui est le tubule rénal ascendant, qui est constitué lui aussi par un épithélium simple pavimenteux. Alors cependant, à la fin de cette anse, donc la anse a la forme d'une épingle à cheveux, à la fin de cette anse, on va trouver une région spécifique de cet épithélium simple où là les cellules au lieu d'être pavimenteuses sont plutôt cubiques voire prismatiques, donc elles sont assez épaissies, elles vont donner l'impression quand on les observe au microscope de former une sorte de tache et c'est ce qu'on appelle la macula densa, macula voulant dire tache justement. Cette macula densa, donc cette partie du tube particulière, va être en contact avec des cellules musculaires particulières qui se trouvent dans l'artériole glomérulaire afférente. Ce sont donc des myocytes modifiés qui vont constituer ce qu'on appelle des cellules juxtaglomérulaires et l'ensemble, la macula densa plus ces cellules modifiées de l'artériole glomérulaire afférente va constituer l'appareil juxtaglomérulaire qui est un système qui va être important dans la régulation de la pression artérielle rénale. Ensuite, la dernière partie de ce tubule, c'est le tubule contourné distal ou TCD, donc qui est constitué par un épithélium simple présentant quelques microvillosités. Ce néphron va s'aboucher donc sur un tubule collecteur, plus spécifiquement c'est le tubule contourné distal, le TCD, qui s'abouche sur le tubule collecteur, lequel est constitué d'un épithélium simple présentant quelques microvillosités, et c'est ce tubule collecteur qui va déboucher via la papille dans le calice du rein. Nous avons donc terminé l'exploration de ces deux premières branches sur la physiologie de l'excrétion. Je vous dis à bientôt pour explorer la physiologie rénale.